Trump, la police fédérale américaine, le FBI, a annoncé dimanche qu'elle enquêtait sur une tentative d'assassinat. Je vous propose de voir le sujet de Marine Sabourin. C'est dans son club de golf que Donald Trump a été visé une seconde fois en 2 mois. Il est aux alentours de 14h heure locale lorsque des agents du Secret Service aperçoivent un individu. L'homme, armé, est caché dans un buisson. Il était probablement entre 3 et 500 mètres. Mais avec un fusil à lunettes comme celui-là, ce n'est pas une longue distance. Repéré, l'individu va prendre la fuite. Un fusil AK-47 est retrouvé sur place ainsi que 2 sacs à dos et du matériel d'enregistrement vidéo. Le suspect s'enfuit à bord d'une voiture noire avant que les autorités le retrouvent grâce à un témoin. Il s'agit de ce véhicule entouré en rouge. Nos procureurs préparent actuellement des mandats d'arrêt et une requête en détention provisoire contre le suspect. Il sera maintenu en détention. Les équipes du candidat républicain ont transféré à la presse des nouvelles de Donald Trump. Le candidat républicain assure être en sécurité et ne rien lâcher face à ceux qui sont contre lui. Je vous propose d'écouter le shérif du comté de Palm Beach. Alors, il faut comprendre que ça s'est passé sur le golf sur lequel jouait Donald Trump. Il était au trou numéro 5, mais son service de sécurité était au trou numéro 6, puisqu'il est toujours en avance, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent le golf, j'imagine qu'ils comprennent ce que je dis là. Et écoutez ce shérif. Dans le buisson où se cachait le suspect, nous avons retrouvé un fusil d'assaut AK-47. 2 sacs à dos avec des carreaux de céramique et une GoPro pour prendre des photos. Voilà des objets qui sont en train d'être analysés. Les agents du Secret Service qui étaient sur le terrain de golf ont fait un travail fantastique. Il y a un communiqué de Joe Biden et de Kamala Harris qui, évidemment, sont réjouis, bien sûr, que Donald Trump soit sain et sauf. Joe Biden et Kamala Harris ont été informés de l'incident sécuritaire au parcours de golf Trump. Ils sont soulagés d'apprendre qu'il est sain et sauf. Il y a également un tweet de Donald Trump. Je suis sain et sauf et personne n'a été blessé, Dieu merci. Mais il y a des gens dans ce monde qui feront tout ce qu'il faut pour nous arrêter. Je n'arrêterai pas de me battre pour vous. On peut voir la sécurité d'ailleurs telle qu'elle est organisée, sauf il n'y a pas grand-chose à commenter sur... Il y a une question à poser. Est-ce que ça va, puisqu'ils sont à touche-touche là, pour l'instant, donc est-ce que ça va bénéficier Non. Un type qui rentre dans un secteur privé comme ça, le golf en plus de Trump, avec un AK-47, c'est-à-dire une arme longue, ce qui équipe le raid, ça pose quand même question sur... Non, vous avez raison. La sécurité. Après une première tentative d'assassinat. La question que je me pose est politique. Est-ce que ça va lui bénéficier, bien entendu. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est à qui la faute? Est-ce qu'il n'y a pas une irresponsabilité d'une large partie des élites, des médias américains, Joachim Le Floch-Imad, qui ont fait de la politique un terrain d'affrontement entre les partisans de la démonocratie et les ennemis de l'humanité, en dépeignant systématiquement Trump comme le nouvel Hitler, l'ennemi ultime de la démocratie? Est-ce que ce genre de donne pas envie de passer à l'acte? Joachim, tout à l'heure, je regrettais l'instrumentalisation qui est faite parfois des événements. Bon, je voudrais pas que nous-mêmes tombions là-dedans. John Kennedy a été assassiné, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et avant lui, d'autres présidents des États-Unis ont été assassinés. Et en France, il y a un président qui a été également assassiné dans les années 20 ou 30. C'est Carnot. Bon, et il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, mais il y a une violence. Donc, si je peux juste répondre sur ce point, il y a quand même un écosystème aux États-Unis, notamment dans les campus, qui est de plus en plus favorable à la violence. Oui, après la violence a toujours existé. Qui trouve légitime de recourir à la violence. Les attaques de Trump contre ses concurrents sont pas... des deux côtés, vous avez raison. Elisabeth Lévy. Vous avez raison de dire Il y a un 2 poids 2 mesures dans la réponse. Pardon Joachim, pardon, vous avez souffré que l'on vous réponde. Vous avez raison de dire que d'un côté, les médias sont effectivement très violents contre Trump, mais le camp Trump est aussi très violent contre ses adversaires. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la montée aux extrêmes de la vie politique américaine. La sécurité. Ce qu'on peut dire en tant que Français, la et c'est sécurité. pas pour aller dans votre sens et sans instrumentaliser un incident, mais c'est que, en tout cas, les États-Unis nous donnent un très très mauvais exemple de débat public, brutalité du débat. Et vous trouvez que la France donne un meilleur... Mais non, mais justement, mais toutes les pays s'en inspirer et que très souvent la France s'inspire de ce qui se passe aux États-Unis. C'est peut-être nous qui les inspirons. Et que là, peut-être, on rentre un peu de plus en plus dans cette logique-là. Nathan, toutes les démocraties occidentales sont soumises au même débat aujourd'hui, qui est pollué notamment par les réseaux sociaux et qui devient d'un niveau très faible
Et après, vous avez des dirigeants aujourd'hui qui s'alignent là-dessus. Donc c'est partout pareil, hélas. Et on en parlera. Comment ? Ou qui ne pensent qu'aux réseaux sociaux, qu'à leur petite séquence à l'Assemblée nationale à publier sur les réseaux. Ouais. Donc ça une partie de l'hémicycle en particulier. Donc on en reviendra toujours à la même chose. Bah oui, c'était mieux avant, en fait, sur la politique. Oui, il y avait un peu plus de niveau culturel et intellectuel dans les débats, dans les. Bah voilà, Georges. Sauf qu'avant, Nathan n'était pas né. Donc c'est beaucoup mieux. Bah oui, quand vous avez effectivement dans les années 70 les leaders politiques que vous avez, c'est autre chose, bien sûr. Écoutez la sécurité, ce débat sur la sécurité avec Marine Sabourin, la sécurité aux États-Unis. C'est grâce aux agents du Secret Service que le pire a certainement été évité. Les agents du Secret Service qui étaient sur le terrain de golf ont fait un travail fantastique. Car depuis l'attaque contre Donald Trump le 13 juillet, la sécurité autour du candidat républicain a été largement renforcée. Cela s'est vu notamment avec cette image marquante, celle du candidat républicain le 21 août, derrière des vitres pare balles. Depuis la première tentative d'assassinat contre lui, Donald Trump ne monte qu'à bord de véhicules blindés et résistants aux bombes. Cela inclut un cortège de plusieurs véhicules, dont des unités médicales d'urgence, prêtes à intervenir à tout moment. Lorsqu'il assiste à des réunions ou se déplace, des restrictions temporaires de vol sont fréquemment mises en place. Enfin, la cybersécurité constitue un enjeu majeur dans sa protection. Les agents du FBI et le Secret Service surveillent constamment les menaces en ligne à son encontre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet attentat manqué contre Donald Trump. Sauf si vous avez un commentaire à rajouter. Réserve encore cette campagne d'ici le 4-5 novembre, c'est ça ? Georges Fenech. Il reste 50 jours. 2 tentatives d'assassinat, un retrait d'un candidat. Enfin, je veux dire, c'est une campagne absolument folle. Comment vont terminer les candidats le 4 novembre ? On se le demande. Et en plus, Kamala Harris qui réclame un deuxième débat et que manifestement Trump refuse. Donc on a du mal à les suivre, hein, franchement. Gisèle Pelicot a donc pris la parole il y a quelques minutes parce que vous savez que son ex-mari ne sera pas présent. Je vous propose d'écouter Madame Pelicot qui a pris la parole devant les caméras. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier à travers toute la France. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Beaucoup de courage chez cette femme et je trouve qu'effectivement c'est elle qui avait demandé l'absence de huis clos et qui a voulu que ces hommes-là soient désignés, soient vus, comparaissent en public. Et effectivement, ça interroge forcément sur la banalité du mal, M-A-L-E, même si on peut aussi regretter, parce que c'est ce qui se passera, et c'est toujours le cas aujourd'hui en France, que tout débat soit parfois instrumentalisé, récupéré. C'est le procès des hommes. Et peut-être, oui, mais c'est des hommes, c'est 52 hommes. C'est pas des non, mais femmes. c'est pas le procès de 52 hommes qu'on essaye, que Mme Maillefer, que Camille Kouchner, que vous avez cité avec cette tribune. Elisabeth Lévy. Essaye de faire. Elles le disent. Elles le disent, c'est le procès du patriarcat, c'est le procès de la domination masculine. Camille Kouchner parle d'un homme où les hommes, hein, pas des hommes, se permettent de croire qu'un mari peut disposer du corps de sa femme. Et en gros, elle nous dit comme si les violences faites aux femmes n'étaient pas la norme. Et moi, c'est ça qui me frappe, c'est la confusion permanente entre la norme et l'exception. La norme dans nos pays, c'est évidemment qu'elles sont condamnées unanimement, ces violences. Et un mot juste, j'en finis là, sur ce qu'on appelle la banalité du mal et les hommes ordinaires. Parce qu'il y a un gros malentendu là-dessus. Vous aimez les sophismes, Pascal? Et là, il y a vraiment un sophisme. Ce sont des hommes ordinaires. Tous les hommes sont ordinaires par définition. Donc, tous les hommes
sont potentiellement ceux-là. Vous avez raison sur potentiellement. Mais je suis désolée, ce que nous dit la banalité du mal de Arendt et les hommes ordinaires de Browning, c'est que personne n'est immunisé. Elle ne nous dit pas que tout le monde devient criminel. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'une écrasante majorité des hommes dans nos pays s'empêchent. Heureusement encore. Mais avant aussi, quoi. C'est pas. Oui, absolument. Vous avez pardon, Pascal, vous avez raison. Mais disons. Oui, c'est pas parce qu'il y a eu MeToo que. Ah bah tiens, je vous ai converti. Non. Ah si. Je veux dire, il y a beaucoup d'hommes qui effectivement savent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas se permettre ce qu'ils se permettaient avant parce qu'ils seraient rattrapés par les témoignages et parce que des femmes parleraient, et tant mieux. Mais en revanche, depuis la nuit des temps, certains hommes ont un... Alors, je ne sais pas si c'est un rapport normal avec les femmes, je ne sais pas comment le définir, mais enfin, ils n'agressent pas, ils ne violentent pas, ils ne violent pas, etc., etc. Vous savez, il y a aussi un récit complètement fou qui nous dit que rien n'est condamné. Alors j'ai cherché, j'avais dit une erreur un jour, j'avais augmenté le chiffre, mais là j'ai cherché. Il y a en gros 20% des détenus dans nos prisons le sont pour des crimes sexuels. En 80, c'était 5%. Donc ça prouve... Ce que dit Camille Kouchner, elle s'appelle Gisèle Pellicot, c'est un long papier que vous pourrez lire. Elle voudrait que ce procès soit celui de la soumission chimique, il le sera, il faut l'espérer, mais il devra aussi être celui de la violence patriarcale de cette société qui n'en finit pas avec la culture du viol. Écrit-elle. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça, Nathan Devers? J'ai préféré, puisqu'on cite des articles, celui de Lola Lafont, où elle disait c'est un procès qui nous montre que le concept de la monstruosité ne fonctionne pas. Je suis d'accord avec vous pour pas instrumentaliser des affaires judiciaires, et j'aime pas faire ça et les récupérer, mais moi il y a une chose qui m'interpelle fondamentalement dans cette affaire depuis le début, non seulement c'est les accusés, mais c'est le fait que parmi les gens qui ont eu accès à cette annonce qui était postée sur Internet, annonce où manifestement on comprenait qu'il s'agissait de quelqu'un qui voulait faire violer son épouse. Donc il y a des hommes qui ont refusé de le faire. D'ailleurs, pas beaucoup, mais il y a des hommes qui ont refusé. Il y a vraisemblablement en 10 ans des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'internautes qui sont tombés sur cette annonce. Et il n'y en a pas eu un pour dénoncer, pour faire un signalement, ne serait-ce qu'un signalement anonyme. Et ça nous... Bah si, il y en a eu, pour l'instant, en tout cas, sauf si ce fait devenait à remonter dans l'instruction, personne n'a dénoncé ces faits. Et c'est quand même incroyable de voir qu'il ne s'agit pas de dire forcément les hommes, tous les hommes, mais en tout cas que dans cette histoire, il y a eu zéro homme ou femme, zéro individu, mais en l'occurrence zéro homme. Nous sommes d'accord. Pourquoi zéro homme, zéro femme aussi En l'occurrence, c'était des hommes qui avaient accès à cette annonce. C'est intéressant. Alors je lis la tribune de Camille Kouchner parce qu'elle est intéressante, parce que je pense qu'elle est représentative d'un courant, disons-le. Ce monde où des hommes, après qu'ils ont violé à plusieurs reprises une femme endormie la nuit, retournent tranquillement à leur activité au matin. Celui aussi qui fait naître un florilège de remarques nauséabondes sur Internet, tellement elle ne pouvait pas ne pas savoir. Ce monde ancestral de la domination, cette violence de la norme des hommes faite par les hommes et pour les hommes. Ça a été vrai à une époque. Moi, je me souviens à une époque qui n'est pas si ancienne que ça. Dans les tribunaux, on avait tendance à correctionnaliser, comme on disait, les viols. Un viol est criminel, mais bon, voilà... On retenait agression sexuelle et renvoyait devant le tribunal. Et elle conclut en disant... le combat de Gisèle Halimi, souvenez-vous, pour faire en sorte que la justice se ressaisisse et qu'on qualifie correctement ce qu'est un viol, c'est-à-dire un crime. Et elle termine en disant une phrase que je conteste. Elle s'appelle Gisèle Pellicot et dans cette société française où le mouvement MeToo ne prend pas ou si peu. Je ne partage pas l'avis de Madame Kouchner. Je trouve qu'effectivement, MeToo a changé beaucoup de choses dans la société française, qu'il y a un avant et un après MeToo, à l'image de la puissance des femmes espagnoles poussant la modification des lois après les crimes de la meute. Il est temps que nous nous unissions tous et toutes, car ils ne sont ni des loups ni des monstres, mais simplement des hommes. Alors là, en revanche, je trouve qu'elle a raison, c'est pas des monstres, hein. Effectivement, le docteur Jekyll et Mr. Hyde, je ne suis pas sûr que ça existe, mais effectivement, ce sont des hommes, et là, elle a raison. Alors, Régine Delfour est avec nous. Bonjour Régine, et merci d'être avec nous, puisque vous suivez ce procès Mazan. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, ce procès est ajourné.
Alors il est suspendu pour le moment, Pascal, puisque Dominique Pellicot n'est pas présent dans le box des accusés. Son avocate nous avait dit qu'il avait peu de certitude pour qu'il le soit, puisque hier il a été hospitalisé. Il souffrirait d'un caillot dans la vessie et aussi d'une infection au rein. Donc le président de la Cour criminelle, Roger Ratta, a dit qu'il allait diligenter un collège d'experts pour avoir plus d'informations sur la situation médicale de Dominique Pellicot. Mais alors, il nous a dit que pour le moment, le procès était suspendu, qu'on aurait peut-être une information vers midi ou alors dans la soirée. Tout est très très flou. Alors les avocats des parties civiles, vous pouvez l'imaginer, ont dit que c'était un scandale si ce procès allait être donc renvoyé. C'est parce que si Dominique Pellicot est hospitalisé, cela veut dire que le procès ne sera plus suspendu, mais l'affaire sera renvoyée. Et comme Maître Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot, a dit que ça fait quand même plus d'une semaine qu'on sait que l'état de santé de Dominique Pellicot est très mauvais et qu'il n'a pas reçu les soins en conséquence. Merci beaucoup, Régine. Je trouve que tout ça baigne dans un amateurisme qui m'étonne. Tu as un procès qui est attendu, tu as un accusé qui arrive, mise en examen, qui arrive malade, et tout ça montre une forme d'amateurisme. De quoi amateurisme de qui le président de la juridiction ne pouvait pas prévoir les problèmes de santé de l'accusé. Ce qu'explique l'avocat de M. Pellicot, c'est qu'il était malade depuis une semaine et que les agents pénitentiaires ont laissé traîner. Et que s'il avait été pris en charge en début de semaine dernière, il serait capable de comparaître aujourd'hui. Là, ce qu'on risque, quand on parle de renvoi, c'est que tout est annulé. On recommence à zéro. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis... C'est ça le renvoi. Je vous dis, tout ça va finalement assez bien avec la justice française telle qu'on l'imagine. Tout ça baigne dans une forme d'amateurisme. Je ne peux pas vous dire autre chose. Écoutez... Problème de santé. Hein, non, mais vous n'avez pas écouté ce qu'a dit... enfin, c'est prévisible. Vous dites que c'était prévisible. Georges, ne dites pas ça. Non, c'est pas prévisible. Ça fait une semaine et personne n'a rien dit. Oui, donc c'était prévisible. Il y a eu des interruptions la semaine dernière, en raison médicale, pour des raisons médicales. Et il y a eu tout un week-end où ça aurait pu changer. Ils ont laissé traîner.